Qu'est-ce qui fait le plus de sens à votre avis? Contrôler ou motiver? Avec l'exemple des ressources commerciales, c'est le sujet auquel s'est attaqué Roland Massenet lorsqu'il a lancé Incentive. Et c'est l'histoire du jour. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel et j'accompagne les entreprises sur leurs projets depuis maintenant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois Roland Massenet, le fondateur de Incentive, une start-up qui s'est donnée comme mission la motivation des équipes commerciales. Bonjour Roland. Bonjour Thibaut. Bienvenue sur Scène de Management. On peut dire que tu es, pour te présenter un petit peu aux auditeurs, tu es un multi-entrepreneur, puisque tu avais créé d'abord 1913, que tu as développé pendant quelques années, et là maintenant tu es le créateur et le dirigeant de Incentive. Oui, j'ai même créé une entreprise aux États-Unis après avoir été consultant pendant 5 ans chez McKinsey, D'accord. un peu avant les années 2000, un spécialiste des configurateurs en ligne qui s'appelait Get Custom, qu'on a revendu à un éditeur canadien. Alors ensuite, j'ai été opérationnel, j'ai vendu des ordinateurs pendant quelques années chez Dell, Oui. avant de fonder 1913, un courtier télécom qui était partenaire de Neuf Télécom et de Bouygues Télécom. On est devenu Mhm. assez rapidement le premier distributeur de Bouygues sur le marché entreprise. Et assez naturellement, en 2010, Bouygues Télécom nous a rachetés. Voilà. D'accord. Et j'y suis resté en service après-vente jusqu'en 2014. Et entre-temps, j'ai créé Incentive, qui ne s'appelait pas Incentive au début. Et c'est l'histoire que j'aimerais partager avec toi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Incentive? Si tu peux nous présenter un petit peu Oui, alors ce que c'est que ça. Incentive, c'est une application, une plateforme, une application mobile tout en un pour onboarder, former et animer la performance de ses commerciaux. Donc, nos clients, ce sont des grands groupes comme Société Générale, comme Orange, comme Air Liquide, des PME qui ont besoin de simplifier le quotidien des managers commerciaux pour les aider à gagner du temps. Le temps qu'ils gagnent grâce à la centralisation des informations et des process, c'est du temps qu'ils vont pouvoir passer avec leurs équipes à les coacher pour les aider à appréhender toutes les transformations en cours. Les clients sont beaucoup plus présents sur Internet, s'informent avant de contacter un commercial. Donc, les clients achètent différemment, donc les vendeurs doivent vendre différemment, et donc les managers doivent manager différemment. Mhm. Et pour ça, on a besoin d'équiper les managers avec des outils qui ont été conçus pour eux. Parce qu'aujourd'hui, un manager, s'il veut bien faire son travail de coach, il doit aller dans le système RH, voir les conclusions de l'entretien annuel et le plan d'action qui avait été défini. Il doit aller dans le système de la plateforme de formation d'e-learning pour voir si le commercial a bien fait ses formations réglementaires, ses formations produits. Il doit aller dans le CRM pour voir où est-ce qu'il en est de sa couverture commerciale. Il doit aller dans les outils de pilotage financier pour Mhm. voir où est-ce que le commercial en est de sa marge et de son chiffre d'affaires. Il doit aller dans ses emails pour voir ce qu'on s'était dit la dernière fois lors de l'entretien individuel. Donc, ça fait 5 ou 6 outils différents que le manager doit manipuler pour simplement faire un entretien de coaching avec son collaborateur. Donc, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup d'inefficacité, peu de suivi des plans d'action. Oui. Et donc, Incentive est là pour centraliser tous ces éléments et permettre au manager de devenir un meilleur coach en lui simplifiant la vie avec cette application tout en un qui est simple, fun, bien sûr mobile et puis très humaine. L'idée, c'est vraiment de renforcer le lien humain entre le manager et Mhm. ses équipes. Mhm. J'entends, tu l'as cité plusieurs fois, hein, pour toi, manager, coach, ça va vraiment beaucoup ensemble. Tu es vraiment sur cette position, quoi. Aujourd'hui, c'est Mhm. clé parce que pendant très longtemps, on a demandé aux managers d'être les garants des bons process métiers. Oui.
Process d'application d'une méthodologie, process pour avoir des commandes conformes, process pour avoir une bonne qualité, process pour bien remplir le CRM. Et donc, les managers sont devenus des managers process. Alors, c'est très bien, ça a permis d'améliorer la productivité globale, et c'est très bien dans un univers qui est stable. Je suis dans une usine, et puis j'optimise chaque processus pour qu'il devienne de plus en plus efficace. Ça, c'est très bien dans l'univers stable, mais quand on a un univers qui se transforme, et aujourd'hui les univers ils se transforment de plus en plus vite, on l'a dit à cause des clients qui achètent différemment, qui ont besoin de plus de services, de plus de conseils. On a des concurrents qui arrivent, des pure players qui viennent bousculer les marchés, qui viennent parfois les ubériser. On a les collaborateurs aussi qui ont d'autres attentes vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis du manager. On a les modes d'organisation qui ont été bouleversés avec beaucoup plus de télétravail. Donc, dans ces périodes de transformation, ne gérer que l'optimisation de process, ça ne fonctionne plus. Oui. Les collaborateurs, ils ont besoin d'être accompagnés dans cette transformation. Et Gartner, en 2018, a publié une grande étude sur le succès des programmes de transformation des entreprises, et ils ont conclu, après avoir analysé plus de 1000 transformations en différentes entreprises, différentes industries, que 66% des programmes de transformation échouaient à atteindre leurs objectifs. Oui. 66% des programmes de transformation. J'avais lu cette étude, effectivement. Échouaient à atteindre son objectif. Ça a été confirmé par une étude de McKinsey qui citait le chiffre de 71% 2 ans plus tard. Enfin, voilà, les ordres de grandeur sont là, et c'est un constat amer parce que ces programmes de transformation, ils coûtent des milliards aux entreprises, et il y a une grande partie de ces milliards qui est jetée par la fenêtre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réussir un programme de transformation? Il n'y a qu'une solution. C'est pas d'embaucher plus de consultants, d'embaucher plus de chefs de projet, c'est de réussir à embarquer les managers de terrain, de réussir à embarquer ceux qui vont faire en sorte que la transformation, elle soit pérenne. Parce que ce qui se passe dans une transformation, c'est quoi? C'est je démarre ma transformation. Je fais beaucoup de bruit, etc. La direction générale a beaucoup d'énergie, met beaucoup de focus, pilote tout. Il y a une équipe projet dédiée. OK, on lance, on déploie. Ensuite, une fois qu'on a déployé, en général, on n'a pas tous les KPI, pas tous les suivis, il y a beaucoup d'outils, c'est un peu compliqué, on met beaucoup de gens sur le terrain pour essayer d'éteindre les incendies, des nouveaux process, des nouveaux outils qu'on met en place. Et puis ensuite, l'équipe projet se retire, passe au projet suivant, la direction générale se focalise sur la priorité d'après, et les équipes opérationnelles sont laissées à elles-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Le comportement, naturellement, revient aux habitudes antérieures, et on perd une grosse partie des bénéfices qui étaient anticipés par l'investissement. Et donc, pour corriger cet effet de retombée de soufflet, il faut, pendant la phase de change, pendant la phase d'accompagnement du changement, beaucoup plus impliquer les managers, donc leur simplifier la vie, leur simplifier une partie des tâches de suivi de process qu'ils menaient, pour s'assurer qu'ils ont du temps et de la disponibilité, les bonnes informations, les bons outils pour pouvoir accompagner les collaborateurs dans la durée. Et que la transformation, ça ne soit plus juste un projet à un moment donné, ça soit un état d'esprit, ça soit une culture d'entreprise qui soit intégrée dans les rituels managériaux, dans la culture managériale, et à ce prix, on arrive à avoir des transformations qui sont à la fois beaucoup plus rapides et beaucoup plus pérennes dans le temps. Quand on n'a pas en plus des effets pervers où les gens reviennent à leurs habitudes tout en donnant le change et en utilisant quand même les outils et les process. Moi, j'ai le souvenir d'une mission que j'avais faite dans une banque, dans la banque privée, où ils venaient de déployer un CRM. Et je regardais la responsable de la relation client dans la banque privée, c'est un petit peu presque des professions libérales. Oui. Et je comprenais pas, elle avait son outil CRM, puis à côté, elle avait sa boîte Bristol. Et elle notait tout sur la boîte Bristol, sur ses cartons avec la boîte Bristol, qui elle allait au coffre, elle bichonnait sa boîte Bristol, et dans le CRM, bon, elle avait coché la case, quoi, elle avait rempli le truc, mais donc elle faisait 2 fois le boulot en plus. Et effectivement, on a ces effets qui se mettent en place où on a du mal à mettre le cliquet et les gens reviennent à leurs habitudes. Tout à fait. Donc, notre mission chez Incentive, c'est d'accompagner les grandes organisations dans ces transformations. Donc, Incentive, c'est à la fois une plateforme de conduite du changement qui permet de centraliser toutes les informations dont on a besoin
pour que les managers puissent devenir des changemakers, que les managers soient les vrais acteurs, les managers de terrain soient les vrais acteurs de la conduite du changement dans la durée. Et puis, c'est aussi une plateforme d'animation de la performance commerciale avec des challenges, avec la gamification, avec du partage de bonnes pratiques, avec voilà, c'est vraiment une plateforme tout en un pour l'équipe commerciale pour lui simplifier la vie. D'accord, très bien. Merci, Roland. Donc, je te rappelle un peu le principe de l'émission. C'est une histoire à propos d'un événement, un fait, quelque chose qui, à un moment donné, t'a fait vraiment évoluer dans ta manière de considérer, d'envisager la manière de manager, qu'il s'agisse de quelque chose que tu as vécu, quelque chose dont tu as été le témoin, mais qui pour toi a été une révélation et qui permet aussi de peut-être d'en tirer un enseignement que tu voudrais partager avec les auditeurs de scène de management. Écoute, l'histoire que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, ce sont les débuts d'Incentive. Mhm. Incentive, c'est construit sur un échec. D'accord. Alors, pour prendre un peu de recul, remonter quelques années en arrière, donc, je suis à la tête de 1913, qui est un courtier télécom spécialisé sur le segment des PME. On a 15 000 clients, on marche très bien, on développe. Bouygues nous approche en nous disant, voilà, tu es notre premier partenaire, mais tu travailles aussi avec SFR, ça nous dérange un peu, donc on aimerait rentrer à ton capital, et puis envisager un rachat progressif. Donc on trouve assez rapidement un accord, et en 2010, Bouygues Télécom on engage la cession de 1913 dans le temps. Hein, c'était accompagné sur 4 ans. On avait développé pour nos besoins internes chez 1913 un outil qui permettait de piloter l'activité d'un commercial sédentaire. D'accord. Le raisonnement, c'était de se dire, on a maintenant beaucoup de commerciaux sédentaires, chacun a ses bonnes pratiques et on veut donner de la transparence à la façon dont chacun organise ses journées pour que les moins bons puissent s'inspirer des meilleurs. Et donc, on va donner en temps réel la visibilité à un collaborateur sur comment il passe son temps. Combien de temps il passe en appel entrant, en appel sortant, sur Word, sur PowerPoint, sur Salesforce, sur LinkedIn, sur Google, voilà, sur combien de fois il switch entre ses emails et ses logiciels métiers. Est-ce qu'il arrive à garder des plages de concentration? Voilà, donc des informations très riches pour aider chacun à s'améliorer en regardant comment il fonctionne lui, et puis en pouvant éventuellement se comparer par rapport à des collègues qui l'admirent et qui fonctionnent à peu près pareil, mais avec des meilleurs résultats. Mhm. Et donc, on a développé cette technologie en interne, pour nos besoins internes. Et au moment de signer avec Bouygues, je dis au directeur général de Télécom, là, qui s'appelait Richard Viel, je dis, écoute, voilà Richard, on a développé cette technologie, je pense qu'il y a un vrai potentiel d'en faire un business, parce que si c'est utile pour nous, ça peut être utile pour d'autres Mhm. entreprises. Est-ce que tu accepterais qu'on en fasse une spin-off, hein, et qu'on sorte cette technologie de nos accords? Et Richard me dit, pas de souci, tant qu'on peut continuer à utiliser la technologie, ça me va très bien. Et donc, on a créé à l'époque une nouvelle entité, hein, indépendante de 1913, qu'on a appelée LogSafe. Hein, LogSafe, donc LogSafe. il y avait un côté sécurité et puis un Mhm. côté log, donc enregistrement de tout ce qu'on fait au quotidien. Et puis, donc, on a embauché une équipe technique, on a levé un peu d'argent avec quelques amis, et puis, il se passe un peu de temps entre le moment où on a un produit développé pour des besoins internes et un produit qui est prêt à être vendu, Oui. commercialisé à plusieurs entreprises. Donc, hein, il faut serrer les boulons, il faut revoir un certain nombre de choses, il y a les interfaces d'admin, etc. Et donc, ça nous a pris un an à peu près, 6 mois, un an. Et puis, entre-temps, on était voir des entreprises avec qui on avait déjà échangé au Mhm. moment de la création du business plan et de l'étude de marché, et qui nous avaient dit, oui, ça peut nous intéresser, des call centers, des grandes plateformes, des grandes organisations. Et puis, on commence une fois le produit sur le marché, on retourne voir ces gens-là,
Et puis, les premiers entretiens se passent très bien. C'est vraiment intéressant, ça va nous permettre de gagner en productivité, etc. Et puis, à un moment, et ça a été systématique avec chaque process client, à un moment, quelqu'un disait, ça pouvait être un DRH, ça pouvait être un opérationnel, ça pouvait être un DG, disait, mais en fait, c'est un peu du flicage, votre truc, là. Ah, je l'attendais. Et effectivement, vu de l'extérieur, c'est tout à fait ça. C'était tout à fait ça, mais nous, on ne Hmm, l'avait pas du tout développé dans cet état d'esprit. On voulait donner à chacun oui. plus d'autonomie et plus de visibilité sur sa propre activité, qu'il soit capable de s'améliorer. Et on sait bien qu'on ne peut s'améliorer que sur ce qu'on mesure. Et donc, on donnait finalement un chronomètre à tous les métiers de service quand dans les usines, on a déjà des chronomètres sur toutes les parties. Quand on fabrique une Renault Clio, Hmm. eh ben, on sait exactement combien de secondes il faut pour installer une porte, combien de secondes il faut pour remettre un phare. Et ce chronomètre qui existe dans les usines, dans les processus industriels, il n'existe pas du tout dans les métiers de service. Et Ouais. donc nous, on C'est une crée... image qu'on a souvent d'ailleurs sur le lean, quand on te montre du lean, y compris dans les films qui ont été faits sur le sujet, on montre le gars qui est avec le chronomètre en train de vérifier le temps que passe l'opérateur sur la ligne de production. Donc ça a une image assez négative à la base, même en usine. C'est-à-dire voilà. Absolument, absolument. Et Même si pourtant, dans l'industrie, on en comprend plus la nécessité parce qu'on a des opérations matérielles à réaliser, physiques, et qu'en service, c'est perçu encore plus négativement que ça ne peut l'être en usine. absolument. Mais alors, la beauté du chronomètre, c'est qu'elle permet, d'établir des standards, et puis Mhm. elle permet de s'améliorer. Elle permet aussi de contrôler la qualité. Elle permet de contrôler la variabilité. Est-ce que j'ai un processus qui est bien maîtrisé, ou est-ce que jour après jour, ça varie de plus ou moins Tout à 30% fait. avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la chaîne d'approvisionnement, sur la qualité finale, etc. Et c'est Donc, comment on fait comprendre ça, comment on fait accepter ça. voilà. Alors, euh, au final, on n'a pas réussi à vendre Logsafe. D'accord. On n'en a vendu aucun. On n'a vendu aucun. Alors, au bout de quelques mois, voyant qu'on se heurtait à un mur, et moi j'étais à l'époque encore à la direction de 1913, jusqu'à, j'avais un objectif de service après-vente jusqu'en 2014. Et donc, il y avait une équipe dédiée chez Logsafe. Et on travaillait dans les mêmes bureaux, donc on se voyait tous les jours, donc on passait beaucoup de temps ensemble. Et alors, on a essayé une première tentative de diversification qui était de se dire, finalement, on pilote ce qui se passe sur un PC. Qui peut être intéressé par cette information? Il y a bien sûr les entreprises, mais on a du mal à vendre pour des raisons culturelles. Peut-être que si on avait Mhm. été dans d'autres pays, si on avait plus de temps, on aurait réussi à pousser le sujet. Mais voilà, on n'a pas eu soit assez de temps, soit assez de talent, soit voilà, assez d'argent pour aller trouver les opportunités pour vendre l'Oxef aux entreprises. Donc on s'est dit, il y a un autre marché qui est le marché du particulier. Et finalement, les parents, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont un peu démunis face à l'usage de l'électronique par leurs enfants. Donc, ils travaillent, les enfants, pendant ce temps, ils font leurs devoirs, et puis ils sont sur l'ordinateur familial. Et puis les parents n'ont aucune idée du temps que les enfants passent. À l'époque, il y avait des logiciels de contrôle parental qui bloquaient, mais il n'y avait pas du tout d'outils de mesure, etc. Donc, on s'est dit, on va être un outil de contrôle parental non bloquant. Mhm. C'est-à-dire les parents vont pouvoir installer Logsafe sur l'ordinateur familial et à la fin de la journée, ça va leur envoyer un mail qui va dire voilà, vos trois enfants, Sophie a passé 2 heures et demie et ces 2 heures et demie sur l'ordinateur, elle a passé une demi-heure sur Wikipédia, 1 heure à faire du Tetris et 15 minutes sur un site pas adapté aux enfants. Et Mhm. alors, bien, on avait des partenariats avec l'association e-enfance, qui est spécialisée sur la protection de l'enfance sur Internet. Et donc, on était capable de qualifier le site Internet sur lequel était allé l'enfant, de dire que c'était un site qui n'était pas adapté aux enfants, un site de pornographie, de violence, etc. Et ensuite, recommander directement aux parents du contenu pour les aider à engager une discussion avec leur enfant. Donc, ce n'était pas bloquant, Oui. mais ça informe le parent sur le danger, sur un danger imminent, et ça lui donne des outils pour l'aider à corriger le tir. Voilà.
Et alors, donc on s'est développé sur ce segment. On a eu un bon succès d'estime, on a eu quelques dizaines de milliers d'utilisateurs. Et puis là, on s'est heurté à une réalité économique, c'est qu'aujourd'hui, en France, les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès Internet, ont l'obligation de donner gratuitement un logiciel de contrôle parental à leurs clients. C'est une obligation, c'est légal et c'est gratuit. Et donc, arriver sur un marché où tout est gratuit, c'est pas simple. Et donc, on n'a pas réussi à en faire un business model non plus. Donc, nous voilà au bout de 2 ans, avec une équipe technique talentueuse, un outil qui nous paraissait incroyable, mais qu'on n'arrivait pas à vendre. Et donc, on s'est réunis avec l'équipe et puis on a brainstormé, on s'est challengé et puis on a organisé une réunion avec nos investisseurs qui étaient encore une fois des amis, les 3 amis qui avaient investi dans 1913, qui avaient fait la culbute et puis quelques autres friends and family. Et puis on leur a dit, ben voilà, le projet dans lequel vous avez investi. Voilà ce qu'on va essayer de faire sur le marché de l'entreprise. Voilà le feedback que l'on a des clients. Voilà les pistes pour aller plus loin qu'on a identifiées. Sur le marché grand public, voilà ce qu'on a réalisé. Voilà les retours des clients. Voilà les pistes qu'on a éventuellement pour aller plus loin. Et donc, il y a 3 solutions. Première solution, c'est on vous rend l'argent qui reste. Et on avait été très frugal. On avait été très frugal parce que l'entreprise était hébergée chez 1913, on partageait les ressources, et puis de culture managériale, on a toujours été assez frugal. Donc on n'avait pas brûlé tout le cash. Donc première solution, on vous rend ce qui reste. Deuxième solution, on continue et on espère apercevoir la lumière au bout du tunnel. On n'y croit pas trop. Une sorte de tournée des Grands-Ducs, de round finale, mais ni sur le marché entreprise, ni sur le marché grand public, on pense qu'on peut y arriver à court terme. Et puis, on a une 3e option qu'on aimerait vous proposer. Cette 3e option, c'est de pivoter assez largement. On ne va plus s'intéresser aux commerciaux sédentaires, on va s'intéresser aux commerciaux terrain. On ne va plus piloter leur activité, on va les motiver. Et ça ne va plus s'appeler LogSafe, ça va s'appeler Incentive, une plateforme de gamification et de challenge pour les organisations commerciales. Et là, ils ont une réaction extraordinaire. Ils nous ont dit merci. Ils nous ont dit tout d'abord merci parce que tu nous fais venir et il y a encore de l'argent en banque. Et tu nous demandes rien. Voilà. Et donc ça nous met en confiance parce que on a des vrais choix. Tu ne nous mets pas le couteau sous la gorge. Il y a des vrais choix qu'on discute ensemble. Ensuite, on a investi dans le projet, dans LogSafe, parce qu'on était confiant dans l'équipe. Confiant dans l'équipe que justement l'équipe était capable de prendre ce genre de décision. Et tu confirmes que effectivement vous êtes capable de prendre ce genre de décision à temps. Et donc la seule chose qui compte, c'est est-ce que vous y croyez à ce pivot? Est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire une belle success story avec Incentive? Et est-ce que toi, Roland, quand tu auras fini tes engagements vis-à-vis de Bouygues Télécom, ton service après-vente chez 1913, est-ce que tu seras engagé à 150% dans ce projet? Et donc, on a répondu oui, on y croit. On y croit. On conservait un focus sur notre expertise
qui était le management commercial, Mhm. parce que moi j'avais fait beaucoup de projets on appelait à l'époque des Salesforce Stimulation Programmes chez McKinsey, d'excellence opérationnelle, d'excellence commerciale. Chez Dell, j'étais directeur des ventes, donc je pilotais des équipes commerciales, sédentaires et terrain. Chez 1913, on disait courtier, donc notre métier c'était de commercialiser des offres de Bouygues, de Neuf, CGTL, puis SFR aux professionnels et aux PME. Donc notre expertise, elle était là. Notre expertise, elle était dans l'optimisation des organisations et des processus commerciaux. Donc on restait fidèle à cette expertise, on restait en terrain connu. On s'était aperçu pendant le travail avec Logsafe que finalement, même au recrutement, certains candidats nous disaient « Non, mais en fait, vous êtes un peu un outil pour piloter, contrôler, c'est pas très positif tout ça, ça me plaît moyen. » Voilà. Et même si l'équipe était sympa, le sujet rencontrait une certaine résistance parmi les candidats. Il y a un besoin Et de c'est sens aussi par rapport à ça. absolument, absolument, une notion de sens. Et donc on s'est dit, mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Nous, équipe, sur quoi on a envie de travailler? On avait cette opportunité parce que c'était un développement interne et on a gagné du temps. On avait mis 4 ans à développer cette technologie, hein, donc on avait récupéré 4 ans de développement. On avait rajouté 1 an de développement supplémentaire pour en faire un produit commercialisable. Donc c'était une opportunité sur laquelle on avait sauté. Et puis finalement, cette opportunité s'est révélée fausse. Mais nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et Incentive, ça correspondait à la fois à notre expertise et puis ce que l'équipe, les sujets sur lesquels l'équipe avait envie de travailler, c'est-à-dire des sujets de sciences cognitives, hein, des sujets sur qu'est-ce qui rend un commercial épanoui. Et le commercial, c'est un des seuls métiers où l'épanouissement personnel est directement corrélé avec la performance. Parce que si un commercial n'a pas le moral, ça ne sert à rien qu'il aille chez un client, Non, le il client n'aura n'a pas. aucune envie de bosser avec lui. Donc, l'objectif d'une organisation, d'une direction commerciale, c'est de créer une organisation qui soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit agile et heureuse. Et donc, on s'est donné comme mission d'aider les directions à faire grandir des équipes efficaces, agiles et heureuses. Ça, c'est notre mission d'entreprise. Aider les directions à faire grandir des équipes efficaces, agiles et heureuses. Parce qu'il y a un lien direct entre l'épanouissement personnel, le bonheur au travail et la productivité et l'efficacité. Et donc, nos clients sont prêts à nous payer pour qu'on les aide à rendre leurs équipes heureuses, ce qui est quand même un métier merveilleux. Voilà. Et donc, on s'est lancé. Alors, ça a été des décisions difficiles parce que on était une technologie PC. Oui. Logsafe, c'était un logiciel qu'on installait sur le PC et qui regardait tout ce qui se passait sur le PC. Quel logiciel est utilisé, qu'est-ce qui se passe dans un navigateur, parce que quand on va sur Salesforce, ce n'est pas un logiciel en soi qu'on déploie, c'est juste un navigateur qu'on ouvre. Donc, il fallait qu'on aille dans le navigateur pour voir quelle fenêtre était ouverte, quelle fenêtre était active, sur une machine Java, quel processus était utilisé quel processus utilisait les machines virtuelles Java pour savoir quel logiciel finalement et quelle activité avait lieu sur le PC. On était capable également d'avoir de la productivité en fonction de l'activité, du nombre de touches qui étaient frappées, etc. Donc, on allait assez loin dans l'analyse de l'usage. Oui. Mais c'était une technologie PC, donc on avait des développeurs qui savaient développer des logiciels PC. Or, Incentive, on s'est dit, il faut que ce soit une plateforme web. Il faut que ce soit une plateforme web, une application mobile. Donc, développement centralisé en mode SaaS, et puis développement mobile. Donc, des compétences complètement différentes. Donc, on a dû finalement se séparer de notre directeur technique qui était un spécialiste des développements PC, et puis on a fait monter en compétences les développeurs, et puis un des développeurs qui est devenu notre CTO après, sur ces technologies web et mobile. Donc ça nous a appris beaucoup de choses au sein des équipes, et notamment ça a ancré dans la culture de la boîte une grande humilité.
une grande Oui. humilité, parce qu'on s'est dit, on était les rois du monde. 1913 se développait fortement, on venait d'être acheté, voilà, on était hyper contents, on était au top. Et puis, on avait cette nouvelle techno, on l'a portée sur le marché, et puis finalement, malgré notre talent, malgré nos études préliminaires, malgré tous les efforts qu'on a mis dans la techno, malgré nos recherches, on n'a pas réussi parce que il manquait cette connexion avec le client, cette connexion avec un besoin client. Et donc, Et un sujet, en plus, c'était un produit qui heurtait quelque part les modes de management de votre client. C'est ça il heurtait absolument, voilà, absolument, qui était pas dans la culture, qui était pas dans la culture. dans le zeitgeist, hein, comme on dit. Hmm. Et donc, voilà, on a attiré cette notion d'humilité. Et finalement, moi, je dis souvent aux équipes, on est forcément dans la tech, on doit être innovant, une boîte innovante. Et pour cultiver cette culture d'innovation, cet esprit d'innovation, il y a trois qualités à conserver. La première, c'est la créativité. Avoir des nouvelles idées, donc s'intéresser, parler aux autres, regarder ce que font les concurrents, regarder ce que font d'autres personnes dans d'autres domaines, en permanence apprendre. La créativité, voilà, pour finalement pousser l'enveloppe, pousser l'enveloppe de l'existant, aller chercher des océans bleus et éviter de rester focalisé sur notre petit écosystème. La deuxième, donc, c'est générer des idées. La deuxième qualité, c'est l'humilité. C'est l'humilité pour se dire, cette bonne idée, est-ce qu'elle ne s'appliquerait pas à moi, par exemple, hein? Est-ce que je ne peux pas, moi, me remettre en cause pour prendre, finalement, capturer les bénéfices de cette idée? Parce que c'est facile d'avoir des idées pour les autres. Hmm. En revanche, s'appliquer les bonnes pratiques, les bonnes idées, la rigueur de gestion, la force de travail à moi, voilà. C'est plus facile de dire aux autres, allez, travaille tard parce qu'il faut que tu délivres, que de soi se dire, allez, il faut que je délivre pour mon équipe et donc moi aussi, je dois fournir un effort supplémentaire. Donc l'humilité, elle est, c'est vraiment des trois piliers de l'innovation. Et le troisième pilier, c'est le sens de l'exécution. J'ai une bonne idée, je suis prêt à me l'appliquer à moi-même, mais demain, il faut qu'elle soit mise en œuvre. Et donc, c'est dans notre culture d'entreprise, chez Incentive, on travaille vraiment sur ces trois piliers pour animer cette culture d'innovation, la créativité, l'humilité et le sens de l'exécution. Et aujourd'hui, ben, vous avez une solution qui fonctionne, qui est largement utilisée par vos clients. Et aujourd'hui, on a une solution qui est utilisée par des très grandes organisations, mais on a la chance de travailler avec des marques mondiales. On travaille avec Procter & Gamble, on travaille avec Henkel, on travaille avec, j'en parlais tout à l'heure, Air Liquide, Orange, on a travaillé avec BNP Paribas. Enfin, voilà, on a des très grandes organisations qui ont des contraintes techniques IT extrêmement fortes. Et on a réussi, grâce à la solidité, à la puissance, la qualité de l'équipe technique, à convaincre tous ces comptes-là qu'on était un partenaire en termes de sécurité, de confidentialité des données sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Et puis, on arrive à délivrer de la valeur au quotidien en apportant plus d'agilité aux équipes commerciales ou aux équipes de change pour s'assurer que les managers de proximité prennent en charge leur rôle de coach et accompagnent leurs équipes dans ces transformations. Superbe, super, bravo. Tout reste à construire, hein. Tout reste à construire. Oui, il y a déjà une belle réussite et une adaptabilité, une agilité. Tu parlais d'agilité, je pense que c'est ça. Ce que je retiens aussi, c'est cette capacité à s'adapter à des modes de management chez vos clients aussi pour pouvoir trouver une solution qui soit. Et c'est quand même beaucoup plus sympa, effectivement, de vendre je vais vous aider à motiver vos troupes que je vais vous aider à les contrôler. Exactement. Et on a beaucoup travaillé sur ce que c'est que l'engagement. C'est quoi Oui. l'épanouissement au travail? On a agrégé à peu près tout ce qui a été publié
sur le sujet de la motivation, de l'engagement au travail, des sciences cognitives, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et on a construit un modèle d'engagement qui s'appuie sur 4 piliers, qui s'appelle le modèle TISA, je pourrais te parler dans une autre, mais qui nous permet de travailler de façon beaucoup plus systématique et scientifique sur l'engagement des collaborateurs avec nos clients. Et derrière, ça nourrit notre roadmap en disant comment est-ce qu'on peut aider le client à activer ce premier pilier. Voilà, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles on travaille qu'il faut qu'on continue à développer. Deuxième pilier, troisième pilier, etc. Donc, ça nourrit à la fois le travail que l'on mène avec nos clients de diagnostic et puis de construction de plans de travail. Et puis, ça nourrit notre roadmap pour qu'on s'assure que les fonctionnalités, elles vont bien se mettre au service du client pour l'aider à activer les différents piliers de l'épanouissement des collaborateurs. Très bien. Alors, en conclusion, si tu voulais dire quelque chose à nos auditeurs, partager un conseil, un enseignement que tu aimerais mettre en avant en conclusion de cette histoire, ce serait quoi ? Nous, ce qu'on a appris à travers ces expériences douloureuses au début, c'est d'être en permanence à parler avec les différents acteurs de l'écosystème. Que ce soit ses partenaires, ses clients, ses collaborateurs, et de faire circuler l'information pour que chacun soit acteur de ces évolutions stratégiques finalement de l'entreprise, puisse apporter à la fois sa créativité, puisse se rendre compte et intégrer la nécessaire humilité dont on a besoin pour se remettre en cause, individuellement et collectivement, enfin d'abord collectivement et puis ensuite individuellement, et puis également de l'exigence de s'adapter vite et d'avoir un bon sens de l'exécution pour être capable de rattraper le temps perdu parce qu'on a fait des erreurs et on va forcément faire des erreurs. Ce que je dis souvent aux équipes, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous des entrepreneurs et on est des accélérateurs de temps. Parce qu'une grande entreprise qui va faire 3% de croissance fait en un an, nous, il faut qu'on le fasse en une semaine. Et si on réussit à faire en une semaine ce qu'une entreprise fait en un an, une grande entreprise fait en un an, on va faire 52 fois 3%, donc on va faire 150% de croissance. Oui. Et c'est des ordres de grandeur sur lesquels on doit travailler en tant que start-up technologique. Donc on est des accélérateurs de temps, et donc il faut faire circuler l'information en permanence avec, encore une fois, créativité, humilité et sens de l'exécution partagé. D'accord. Merci beaucoup, Roland, pour cette expérience qui va être très, très, très riche, je pense, pour nos auditeurs, à la fois sur le management et sur la relation client et l'innovation. Je trouve très intéressant la manière dont tu abordes le sujet de l'innovation. On a souvent un peu une image d'Épinal sur ce que ça peut être, l'innovation. C'est avant tout aussi beaucoup du travail. Il y a la créativité, il y a ces besoins d'humilité dont tu parlais et passer à l'exécution, donc, et se confronter nos idées aussi. Ça, c'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, tu es le fondateur d'Incentive. Merci d'être venu t'exprimer sur Send the Management. Merci Thibaut, c'était un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Voilà pour cet épisode. Et alors vous, je ne sais pas, mais moi j'ai énormément appris sur la manière de piloter un projet d'innovation grâce à Roland, avec ce besoin effectivement de créativité que tout le monde imagine, mais aussi cette humilité qu'il faut avoir pour rester en contact toujours avec l'écosystème et leur poser des questions, la capacité à mettre en œuvre tout en étant agile pour s'adapter aux demandes. Ça, c'est une belle démonstration que nous a faite Roland. Et comme un projet d'innovation, c'est avant tout un projet, je vous propose encore une fois de maximiser les chances de succès de vos projets dans votre entreprise en vous offrant la feuille de route de l'entreprise en mode projet sur le lien www.ayotl.fr/IOTL feuille de route. Le lien est bien entendu remis en commentaire de cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de motivation. On a beaucoup parlé de motivation aujourd'hui et on verra que les motivations ne sont pas forcément celles que l'on attend, y compris chez un cadre dirigeant. À bientôt sur Send the Management.